Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons illustrer une expression française qui nous est enviée dans le monde entier. Il s'agit bien sûr de l'expression « pisser dans un violon ». Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. C'est l'expression qui caractérise le mieux l'action de nos chers dirigeants pour lutter contre les paradis fiscaux ces 25 dernières années. Et à moins d'être maso, en général, on n'aime pas trop se faire arnaquer. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux techniques de manipulation utilisées encore aujourd'hui qui permettent à nos dirigeants de faire croire qu'ils luttent activement contre l'évasion fiscale alors qu'ils la cautionnent, soit volontairement, soit par naïveté. Et pour ne pas vous surcharger d'informations, on verra dans une deuxième vidéo la dernière innovation en matière de manipulation sur l'évasion fiscale avec Manon Aubry. Ouh, j'en connais qui après ces deux vidéos vont avoir du mal à se foutre de la gueule des électeurs comme avant. Tant mieux. Commençons par rappeler quelques bases sur le problème de l'évasion fiscale. Bâtir une société stable et une économie dynamique exige d'avoir un cadre législatif cohérent qui réprime certaines pratiques jugées néfastes et en encourage d'autres. Ça nécessite de faire des investissements dans l'éducation et dans les infrastructures du pays qui doivent permettre un développement économique, qui payera ensuite les investissements passés et financera ceux du futur. Dans ce cadre légèrement simplifié, les resquilleurs, la fraude et l'évasion fiscale sont des comportements parasitaires qui pourrissent le développement économique, et ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Tous les grands pays avaient un paradis fiscal dans leur arrière-cour qu'ils contrôlaient plus ou moins, et dont ils se servaient pour aller faire un peu de concurrence déloyale chez les voisins, pour attirer des capitaux, etc. Ces législations parallèles étaient aussi une nécessité pour certaines entreprises qui souhaitaient se développer à l'international, dans un contexte où le commerce international était mal ou peu régulé. Mais dans la deuxième partie du XXe siècle, suite à la libéralisation des mouvements de capitaux, au développement de l'informatique et à la financiarisation de l'économie, le rayon d'action de ces petits États est devenu illimité, tandis que leurs États de tutelle abandonnaient des souverainetés et des lois qui permettaient de les contrôler ou de s'en protéger. Sur les conseils d'avocats et de banquiers, ces micro-États qui proposaient déjà quelques avantages législatifs en tout genre sont passés à la vitesse supérieure. L'intégralité de leur modèle économique consiste à proposer des services à tous ceux qui en ont les moyens pour contourner les taxes et législations des autres pays du monde. Et chacun de ces petits États a sa spécialité. Face à ces États parasitaires qui gagnent leur vie en incitant à la fraude chez les autres, nos dirigeants abrutis par la mondialisation heureuse et la concurrence libre et non faussée en ont conclu que nous avions un problème de compétitivité. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire une chose. J'ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Si on veut augmenter les impôts dans notre pays, il y a tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l'embarras du choix aux prochaines élections. Moi, j'ai été élu pour réconcilier la France avec l'entreprise et l'usine. Alors, s'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir. Le fameux bouclier fiscal, les Allemands l'ont dans la Constitution. Ça consiste à quoi? Dire quelqu'un qui a de l'argent, il ne paiera pas plus de 50% de ce qu'il a gagné. Déjà pas mal. Payer 50%. Bon. Mais, mesdames et messieurs, je ne veux pas enrichir Monaco, moi. Je ne veux pas enrichir la Suisse. Je ne veux pas enrichir l'Autriche. Je veux que les gens viennent dépenser leur argent en France et investir en France. Est-ce que c'est l'intérêt des ouvriers ou est-ce que c'est pas l'intérêt? On a organisé un 100 mètres à pied entre un mec lambda et un autre sur un scooter, et non seulement ils s'étonnent du résultat, mais au lieu de dénoncer la triche, ils ont dit au mec lambda de courir plus vite. Tu es une grosse merde, tu n'es pas compétitif. Au lieu de s'interroger sur les règles manifestement déloyales et faussées de la concurrence internationale, nos dirigeants se sont lancés dans une course pour baisser la fiscalité des plus riches, des multinationales et du capital mobile en général. Et ils se sont mis à imiter les paradis fiscaux en proposant des avantages hors normes sur certaines activités. Et là aussi, chacun a sa spécialité, de telle sorte que chaque État est devenu le paradis fiscal d'un autre. Nul besoin d'aller aux Bermudes ou au Panama. Vis-à-vis de la France, la Belgique est un paradis fiscal pour les droits de succession ou la plus-value. Le Portugal est un paradis fiscal pour les artistes qui touchent des royalties. Le Luxembourg est un paradis fiscal pour les activités financières. L'Irlande est un paradis fiscal pour les droits de propriété intellectuelle. L'Autriche garantit le secret bancaire, et on peut continuer la liste encore longtemps. Vous savez, dans la crise, il y a beaucoup de gens qui perdent leur sang-froid.
surtout parmi les élites. C'est une grande caractéristique. Je demande parfois, plus ils ont fait d'études, à part Patrick, mais franchement, par moment, on se demande c'est à quoi ça leur a servi toutes ces années là, pour avoir autant de mauvais sens. Cette situation crée évidemment une inégalité de traitement entre les contribuables, puisque l'acquittement des impôts, qui est censé être obligatoire pour tous, est devenu un choix pour les riches et les multinationales qui ont les moyens légaux et financiers de choisir l'endroit où elles vont déclarer des revenus. En général, c'est là où c'est le moins taxé. La fiscalité est donc devenue un marché. Les États sont des produits qui doivent être attractifs. Et c'est en jouant sur l'attractivité des uns et des autres que Google arrive à atteindre un taux d'imposition de 2 ou 3% sur ses bénéfices au niveau mondial. Ou bien que des entreprises minières installées au Canada, bénéficiant d'un statut particulier, arrivent à payer 3 fois moins d'impôts que leurs employés, tout en gagnant beaucoup plus, évidemment. On peut multiplier comme ça les exemples particuliers. Au bout de la chaîne, on estime que l'évasion fiscale représente un manque à gagner pour l'État français d'environ 100 milliards par an. Et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il faut bien que quelqu'un paye. Ainsi, les travailleurs, les petites entreprises et tous ceux qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de recourir à l'évasion fiscale se retrouvent à payer leur part des impôts, plus celle des évadés et des exemptés. Et nous la payons de 4 façons différentes. Par une augmentation des taxes et des impôts directs, bien sûr, mais aussi par une dégradation et une privatisation des services publics, par des frais de participation à ces services, et bien sûr par l'augmentation de la dette publique, qui n'est pas autre chose qu'un impôt futur. A contrario, les multinationales bénéficient d'infrastructures et de services qu'elles ne payent pas ou peu. La privatisation des services publics leur ouvre de nouveaux marchés, et l'augmentation de la dette leur offre un placement sûr. En tout cas quand les taux étaient positifs. Car c'est là l'un des scandales cachés de l'évasion fiscale. Non seulement ils volent l'argent de l'État, mais ils le lui prêtent ensuite avec intérêt. Donc on doit payer pour avoir le droit de se servir de l'argent qu'ils nous doivent. C'est merveilleux. Et c'est pas tout. Cerise sur le gâteau, cet affaiblissement financier des États renforce le pouvoir politique des milieux d'affaires, parce qu'à travers les marchés financiers, ils imposent des règles de bonne gestion aux États qui leur profitent à eux, évidemment. Austérité, privatisation, vous connaissez la chanson. En somme, ceux qui bénéficient le moins des structures économiques sont ceux qui y contribuent le plus, et ceux qui en bénéficient le plus sont ceux qui y contribuent le moins. Ça me semble pas très bien organisé tout ça, Le recours massif à l'évasion fiscale assèche le financement des États, qui assèchent ensuite leur classe moyenne pour compenser, participant ainsi à la stagnation de l'économie suite à un manque structurel d'investissement. Un manque à la fois public, puisque l'État n'a plus de thunes, et privé, puisqu'il n'y a plus de consommation. On va pas investir s'il n'y a pas de débouchés. La mise en place de systèmes fiscaux pour devenir compétitifs, qui profitent à la rente du capital et surtaxent le travail pour compenser, sont des désincitations à entreprendre quoi que ce soit, surtout quand on est en concurrence avec des multinationales exemptées d'impôts, ce qui renforce là aussi la stagnation de l'économie. La richesse se retrouve canalisée dans des mains de moins en moins nombreuses, qui en font n'importe quoi, grâce aux paradis fiscaux, qui proposent tout un panel de législation de complaisance, ne se limitant pas à la fiscalité. Le rôle des paradis fiscaux dans la crise de 2008 n'est plus à démontrer, et encore une fois, c'est les classes moyennes qui ont payé. Alors voilà, si vous vous demandiez pourquoi vous payez de plus en plus d'impôts, alors que les services publics disparaissent et que la dette publique explose, la réponse est simple, évasion fiscale. C'est la raison numéro 1. On pourrait aussi parler de la raison numéro 2 qui est la très mauvaise gestion de l'État, mais ce sera pas trop le sujet ici. J'en toucherai quand même un mot à la fin de la deuxième vidéo. Un certain nombre de personnes normalement câblées avaient parfaitement compris et anticipé tous ces problèmes et ont considéré qu'il fallait agir. C'est ici que commence la grande blague des listes noires des paradis fiscaux. En 1998, l'OCDE publie son tout premier rapport sur la concurrence fiscale dommageable. Ce rapport explique évidemment que la mondialisation nous couvre de bienfaits, mais qu'il faut faire quelques petits ajustements pour éviter des comportements néfastes, présentés comme des dérives, alors qu'ils sont l'essence même du système économique mondialisé, sans frontières, où l'argent circule librement. Bref. Par conséquent, le rapport ne préconise pas des mesures de protection nationale contre ces législations déloyales, mais au contraire une coopération renforcée entre les États qui doivent abandonner par eux-mêmes des pratiques fiscales dommageables à l'économie mondiale, parce que le monde est une belle et grande famille, que c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Cette mentalité de bisounours présente dans toutes les listes noires légitime de fait les paradis fiscaux à nous parasiter. Ça revient à négocier avec son racketteur les modalités de son racket,
Alors ça tu as le droit mais pas le reste, tu peux mettre 3 coups de poing mais pas 4, et si tu me voles un sandwich, faut m'en laisser 10%. C'est ridicule. 2 ans plus tard, en 2000, l'OCDE publie une liste de 35 juridictions considérées comme paradis fiscales et 47 autres jugées à fiscalité dommageable. Mais 4 ans plus tard, cette liste de 82 noms n'en comptera plus que 5. Suite à la crise de 2008, dans laquelle les paradis fiscaux ont joué un rôle central, l'OCDE a mis à jour ses critères de jugement, parce que visiblement ça n'allait pas très bien, et cette fois, elle a publié une nouvelle liste noire des paradis fiscaux, comptant non pas 10, non pas 20, non pas 50 pays, mais 4. L'Uruguay, la Malaisie, le Costa Rica et les Philippines. Pas vraiment les pays au cœur du scandale. Poussant le ridicule jusqu'au bout, l'OCDE annonçait l'année suivante qu'en raison de progrès tout à fait significatifs, plus aucun pays ne méritait d'être sur leur liste noire, permettant ainsi à des politiciens de petite envergure de clamer la fin des paradis fiscaux. Mais aujourd'hui, tout recommence comme avant. Pardon de le dire. Si vous me permettez, c'est pas tout à fait exact. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? Pourquoi c'est important? Parce qu'à quoi sert-il, et je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays, si des grandes banques, dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans des paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous. Il n'y a plus de paradis fiscaux, et à Pittsburgh, l'un des enjeux, c'est que dès le premier trimestre de l'année prochaine, des sanctions soient appliquées sur des places, sur des pays qui ne respecteraient pas les règles en la matière. Alors, on entend votre détermination. Est-ce que vous irez jusqu'à quitter ce sommet en cas d'absence de résultats tangibles? Bon, les choses ont quand même changé depuis Londres. J'avais dû dire ça à Londres. Ça m'avait valu quantité de moqueries. L'un de vos collaborateurs l'a dit aussi récemment. Ça m'avait valu quantité de moqueries, monsieur Pujadas, mais on y était arrivé. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Et je me battrai à Pittsburgh demain pour qu'il y ait des sanctions. Bon. Autant vous le dire tout de suite, les sommets du G20 de Londres et de Pittsburgh dont parle Sarkozy ont soigneusement évité le sujet des paradis fiscaux et aucun mécanisme de sanction n'a été mis en place pour les pays qui ne respecteraient pas les règles internationales. C'est-à-dire les règles définies par l'OCDE, c'est-à-dire pas grand-chose. On ne peut pas dire que la suite des événements ait donné raison à Sarko et à l'OCDE sur la fin des paradis fiscaux. Alors comment s'est-on retrouvé avec une liste noire aussi grossièrement déconnectée de la réalité? Eh bien l'explication est très simple. Vous ne verrez jamais un pays dénoncer sa propre législation comme dommageable à l'économie mondiale. Aucun pays ne va se mettre de lui-même sur une liste noire, ça n'a pas de sens. Oh, regardez comme je vous entube avec ma fiscalité, j'ai honte, oh. Si un pays a un problème avec sa législation, il en change, il va pas pleurnicher auprès de toute la planète. Et il en va de même avec des instances supranationales comme l'OCDE qui est jugée partie. C'est encore pire parce qu'elle est composée d'une multitude d'États membres. Alors bien sûr, elle peut critiquer quelques États membres, en dénoncer un ou deux de temps en temps, mais elle va pas les mettre tous en même temps au banc des accusés. Ça ferait tâche. Et il se trouve qu'un grand nombre des États membres de l'OCDE ont des paradis fiscaux sous leur tutelle. Les États-Unis ont le Delaware, la France a Monaco et Andorre, le Canada ont les Barbades, le Royaume-Uni ont la City et tout un tas de petites îles, et la liste n'est pas exhaustive. Hein. Donc l'OCDE a défini un critère de sélection qui ne fâchera personne. À cette époque, elle considérait comme paradis fiscal un pays qui n'a pas signé au moins 12 accords de coopération avec un pays tiers. Les paradis fiscaux se sont donc signés des accords bidons entre eux pour atteindre le chiffre 12, et c'est ainsi qu'en 2009, plus aucun pays ne correspondait aux critères de l'OCDE. De là à dire comme Sarkozy que le problème est réglé, ça me semble être du négationnisme. Peut-être que son passé d'avocat et ses amitiés avec les grandes fortunes françaises, amatrices d'évasion fiscale, expliquent cet empressement à ne plus voir le problème, et même à l'inverser. Parce qu'on a vu que pour lui, le problème n'est pas ces législations déloyales qui encouragent la triche, mais notre manque de compétitivité. Un discours qui sert aussi les intérêts de ses amis. Les listes noires établies par les États eux-mêmes souffrent de la même complaisance. Quand ils décident d'en faire une, ce qui n'est pas toujours le cas, on remarque que les paradis fiscaux favoris de leurs grandes banques et de leurs grandes entreprises ne sont jamais présents. Vous comprenez, il ne faudrait pas dégrader leur compétitivité.
Ainsi, la France a retiré de sa liste noire les Bermudes et Jersey pour des motifs discutables, sans doute pour ne pas gêner les activités de la BNP et de la Société Générale, fortement implantées dans ces territoires. On remarque aussi de grands absents dans cette liste, comme la Suisse, Monaco, le Luxembourg ou n'importe quel autre pays de l'Union européenne, ainsi que des grandes places offshore, Hong Kong, Macao, etc. Il y a donc de la complaisance dans les listes noires nationales et supranationales, mais il peut aussi y avoir de la malveillance, parce qu'elles permettent de désigner un ennemi auprès du public. En 1989, le G7 a créé le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, le GAFI. On va pas y aller par quatre chemins, il s'agit d'un organe de soft power américain qui promeut au niveau mondial les normes et règlements bancaires définis par l'oncle Sam. Depuis les années 2000, le GAFI publie aussi sa petite liste des territoires non coopératifs, passant par une page totalement blanche en 2006. Avant la crise, tout allait bien. Mais c'est la cuvée 2018 qui est particulièrement savoureuse. 2 pays ont été désignés par le GAFI comme paradis fiscal. Oh, c'est très facile à deviner. Qui étaient les grands méchants des Amerlocs en 2018 ? L'Iran et la Corée du Nord. Tous les riches rêvent d'aller planquer leur argent en Corée du Nord, c'est bien connu. Oh non, rigolez pas, c'est très sérieux tout ça, vous savez. La liste du GAFI fait partie des chartes de déontologie de tout un tas de banques pour expliquer au public qu'elles respectent les normes internationales en matière de lutte contre les paradis fiscaux. À la Société Générale, nous sommes engagés contre les paradis fiscaux. Nous n'avons aucune filiale en Corée du Nord. Outre des intérêts géopolitiques maladroits, la malveillance dans les listes noires peut aussi servir des intérêts commerciaux, comme le dénonce souvent la Suisse. La Suisse perçoit l'offensive du G20 contre le secret bancaire comme un complot anglo-saxon, essentiellement britannique, visant à grignoter les parts de marché de la Confédération helvétique dans le domaine de la gestion de fortune. Selon le président de l'Association suisse des banquiers, la Suisse est victime d'une guerre commerciale, car elle détient une part de marché dans la gestion de fortune privée disproportionnée par rapport à sa taille, ce qui suscite des jalousies. La protection de la sphère privée fiscale des clients constitue effectivement un avantage compétitif pour la Suisse, mais tout comme les trusts dans les pays anglo-saxons, qui permettent un anonymat complet. Les Anglais tiennent un double langage, ils nous accusent d'être un paradis fiscal, alors même que les plus grandes plaques tournantes d'évasion fiscale sont les îles anglo-normandes. Un point de vue largement partagé dans la Confédération helvétique. Bien qu'il soit de bon ton de la diaboliser, l'évasion fiscale représente un énorme marché où les 3 leaders, la Suisse, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se livrent une guerre commerciale sans pitié. Bon, on a fait le tour, je pense que maintenant vous avez compris. Les listes noires des paradis fiscaux n'ont rien à voir avec la lutte contre les paradis fiscaux, ni avec la lutte contre l'évasion fiscale. Elles sont complètement parasitées par le copinage, par les intérêts des politiciens qui les rédigent, et par les intérêts nationaux, qu'ils soient géopolitiques ou commerciaux. Les pays visés ne sont jamais ceux qui posent le plus de problèmes à l'économie mondiale, et aucune sanction n'est jamais attachée à ces listes. La simple honte d'être mis à l'index doit pousser un pays à rentrer dans le droit chemin. Et de fait, au bout de quelques temps, tous les pays sont jugés coopératifs. Mais ce succès affiché doit plus à des critères de sélection dérisoires qu'à une réelle efficacité de la méthode du name and shame. Mais qu'importe, ces listes sont agitées aux yeux du public pour faire croire qu'on agit contre le problème. Ce sont en fait des cache-sexes pour des États impuissants, saucissonnés dans les règles débiles de la mondialisation, et ce sont des gadgets médiatiques pour une classe politique qui a totalement accepté l'existence des paradis fiscaux, qui en a même promu l'existence à la nécessité, mais qui ose rarement le dire en public. Sauf Gérard, parce que Gérard, il en a plus rien à foutre. En somme, vous n'estimez pas que l'exécutif doit se charger de prendre ce dossier des paradis fiscaux ? C'est une dialectique entre celui qui impose et celui qui paye. C'est une dialectique permanente, comme le glaive et le bouclier. Il y en a un qui frappe et l'autre qui se protège. Même si cela fait des centaines de milliards d'euros qui ne viennent pas dans les caisses de l'État. Ne viennent pas dans les caisses d'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Et donc que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres. Alors voilà comment on entube les gens avec des listes noires des paradis fiscaux. Mais pour faire durer le plaisir dans un éternel recommencement, il y a une deuxième astuce, le ping-pong supranational. On va appeler ça le suprapong.
Mes amis, il semblerait que ça n'ait pas marché à l'OCDE. Mais ne vous en faites pas, nous allons lutter contre les paradis fiscaux au niveau européen. Bon, maintenant que vous avez les bases, je pense que vous êtes prêts pour le niveau européen. Par contre, je vous préviens, ça va être chaud hein, sur le plan mental. On va verser dans le bizarre jusqu'à atteindre un sommet qui s'appelle Manon Aubry. Dans la prochaine vidéo, hein, pas tout en même temps quand même. Comme bien souvent, l'action européenne se résume à créer de la bureaucratie pour régler des problèmes causés par l'existence même de l'Union européenne. C'est complètement con, oui. Et vous allez voir, là, cette histoire, c'est du 5 étoiles. Hein. Au cours des années 90, on s'est aperçu que la création d'un marché commun, avec une monnaie commune, entre des États qui n'ont pas la même fiscalité, risquait d'encourager une concurrence fiscale dommageable. En 97, le Conseil de l'UE regroupant les ministres des Finances a donc décidé de créer un groupe informel de fonctionnaires représentant les États membres et la Commission pour pointer ces législations fiscales dommageables et définir un code de conduite pour une bonne gouvernance fiscale. D'où son nom, groupe code de conduite. Ouais, ils se sont pas foulés, comme sur le reste. Tout ceci étant bien sûr non contraignant, puisque la fiscalité reste la prérogative des États. Enfin, dans un cadre réglementaire qui nous oblige à avoir une fiscalité compétitive. On a vu à quoi ça menait en début de vidéo. Passons sur les réussites relatives de ce groupe tombé en désuétude au fil des années, pour aller directement en 2015, où le scandale des LuxLeaks est l'occasion pour lui de s'offrir une deuxième jeunesse, en proposant qu'il établisse la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. La proposition est adoptée par le Conseil des ministres des Finances, et ils se mettent au boulot, avec la motivation de David Goodenough. Ah, tu sens que ça devait être torché avant midi parce qu'il y avait cassoulet à la cantine, et puis on voudrait pas rater ça. Alors on a demandé à David, qui a eu une super idée. Pour faire une liste noire des paradis fiscaux européens, il suffit simplement de compiler les listes noires nationales. 18 pays sur 28 avaient fait une liste noire. Oui, parce qu'à cette époque, il y avait 28 pays dans l'Union européenne. Et sans même vérifier comment ces listes étaient faites ou si elles étaient à jour, ils ont tout collé bout à bout et ils sont retrouvés avec 90 pays à mettre sur liste noire. La moitié des pays de la planète. Preuve que la définition d'un paradis fiscal dépend avant tout du pays où on se trouve. Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Oh ça va, c'est des pays qui existent, non? David Goodenough. Ça risquait de pas passer. Bon, c'était 10h, on avait encore un peu de temps avant l'apéro, avant le cassoulet, alors David a eu une deuxième super idée. Ah, ça nous a sauvé la mise. Il a inventé un critère à la va-vite. Seront inscrits sur la liste noire des paradis fiscaux européens les pays qui sont au moins sur 10 listes noires nationales. Attendez, mais c'est de la merde cette liste noire, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Oh, c'est pas si mal. Par moments, on se demande c'est à quoi ça leur a servi toutes ces années là, pour avoir autant de mauvais sens. Ouais, bon, bah le cassoulet attendra, hein. Notre groupe d'experts a dû se mettre au boulot et définir des critères de sélection pour faire sa petite liste, indépendamment des tambouilles nationales. Mais une fois que cela fut fait, je rappelle que ce groupe est informel et n'a aucun pouvoir de décision. À la fin, c'est au Conseil des ministres des Finances de tamponner la liste, et à l'unanimité. Alors déjà que la liste est établie par des baltringues, on se retrouve à nouveau avec une instance supranationale jugée partie qui va filtrer la liste en fonction d'intérêts divers, comme au niveau national, mais multiplié par 28. Alors maintenant ce sera multiplié par 27, mais ça changera pas grand-chose. Tous les pays membres de l'Union européenne sont exclus d'office, tout comme les paradis fiscaux satellites de ces mêmes États membres. Et puis on évite de se fâcher avec les pays trop gros, États-Unis, Chine, Russie, ou bien avec des alliés ou des proches voisins, comme la Suisse. Il va pas rester grand monde, hein. À la base, il devait aussi y avoir des sanctions contre les pays présents sur cette liste noire. La France et l'Allemagne voulaient taxer les entrées et les sorties d'argent de ces pays. Mais, comme il fallait l'unanimité et qu'un certain nombre de pays étaient contre, aucune sanction n'a été prévue. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Donc une fois de plus, on se contente de demander aux pays ciblés de coopérer gentiment et de faire évoluer leurs pratiques fiscales positivement, parce que sinon... rien. Il n'y a pas de sanctions. Et quand bien même il y aurait des sanctions, les critères de sélection étant relativement bidons et subjectifs, il est très facile de sortir de ces listes noires en prenant quelques mesures cosmétiques. Ce processus aboutit à la publication d'une liste noire complètement à côté de la plaque, regroupant 17 pays qui ne seront plus que 9 le mois suivant, car 8 d'entre eux avaient déjà montré un niveau de coopération suffisant pour échapper à la liste infamante.
Tout rentre très vite dans l'ordre, ne restant sur la liste qu'une poignée de pays dont tout le monde se fout, et qui se foutent d'être sur la liste, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Finalement, la critique de l'ONG Oxfam décrédibilise totalement cette liste. Oxfam a appliqué les propres critères de l'UE aux 92 pays passés au crible par l'UE, ainsi qu'aux 28 États membres. Selon son analyse, au moins 35 pays non membres de l'UE devaient figurer sur la liste noire européenne des paradis fiscaux, ainsi que 4 États membres que l'on pressentait bien, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte. Aïe 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 aïe, fin de partie pour la liste noire européenne des paradis fiscaux. Heureusement, on trouve toujours un politicien courageux dans la place. Constatant l'échec des discussions au niveau européen, il promet de poursuivre le combat contre les paradis fiscaux au niveau de l'OCDE. Comme on a déjà fait le tour de l'arnaque, à partir de là, ça va aller très vite. En 2016, l'OCDE revoit complètement ses critères de sélection des paradis fiscaux, parce que visiblement ça n'allait pas très bien, et cette fois-ci, ça va chier, hein. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle publie en 2017 une liste noire auquel n'est attachée aucune sanction, composée d'un seul État, Trinidad et Tobago. Voilà, donc le monde rigole un bon coup, mais heureusement on trouve toujours dans la place un politicien courageux. Constatant l'échec des discussions au niveau de l'OCDE, il promet de poursuivre le combat contre les paradis fiscaux au niveau européen. Lors des crises économiques, il est essentiel de faire croire aux populations qu'on s'attaque aux causes du désordre économique, au premier rang desquelles on trouve l'évasion fiscale. Mais hasard du calendrier, en juillet 2020, pendant la crise du Covid, la CJUE a annulé la décision de la Commission européenne qui obligeait Apple à payer 13 milliards d'impôts, considérés comme impayés, à l'Irlande. Cette décision datant de 2016 avait été présentée comme une grande avancée contre les avantages fiscaux abusifs dans l'Union européenne. Ouh, panique à bord à Bruxelles. Les gens pourraient penser que le système valide l'évasion fiscale. Ce qui est vrai, mais faut pas le dire. Là, il faut immédiatement regagner la confiance du public. Mais avec quoi ? Parce que le coup des listes noires inutiles et sans sanction et le suprapong, ça commence à être usé. Chaque décennie ayant besoin de son arnaque, il en fallait une nouvelle, et ils l'ont trouvée. Le contre-feu est balancé le jour même de l'annonce de la CJUE. Comme ça, on a des jolis titres dans la presse qui parlent des efforts de l'UE dans la lutte contre les paradis fiscaux, au moment même où celle-ci valide leur légalité. La Commission presse les États membres de durcir le ton contre l'optimisation fiscale agressive au sein de l'UE. Rappelons quand même qu'Apple avait le soutien de l'Irlande dans sa plainte contre la Commission pour pas payer les 13 milliards. La Commission propose de réformer le groupe Code de conduite et envisage de contourner la règle de l'unanimité en ayant recours à l'article 116, un article relatif aux distorsions au marché unique qui permettrait de basculer sur un vote des États membres à la seule majorité qualifiée. Certaines distorsions fiscales peuvent avoir des répercussions sur le marché unique. On peut se fonder sur l'article 116 pour certaines propositions. Oui, c'est bien, vous attendez quoi ? Le rôle de la Commission, c'est de faire respecter les traités, mais visiblement c'est à géométrie variable. Quand il y a des distorsions de concurrence qui gênent le commerce, la Commission réagit tout de suite. Mais quand il s'agit de distorsions fiscales dont certains profitent allègrement, là ça bouge moins vite, bizarrement. Cette ébauche sera précisée au fil des mois suivants et fera l'objet en janvier 2021 d'une proposition de résolution au Parlement européen pour lui donner un peu de poids politique. Cette résolution constitue une véritable innovation dans le foutage de gueule. Mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, voici en exclusivité mondiale la toute dernière technique qui permettra de duper les dindons pour les 10 prochaines années sur l'évasion fiscale. Je l'ai appelée la migration du saumon. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans le même canal, mais on propose de traiter le problème en amont. Ainsi, cette résolution ne propose pas de faire une liste noire, puisque les gens ne sont plus dupes, mais justement en tirer le constat d'échec. Et au lieu de demander une liste, on va demander un meilleur cadre pour faire une meilleure liste. Et tout ça est présenté comme le summum du courage politique. Et ce qui est pratique, c'est que le saumon peut remonter toujours plus loin dans le ruisseau. Un beau jour, on nous proposera un meilleur processus de décision pour faire un meilleur cadre, pour faire une meilleure liste. Et ne vous en faites pas, si ça ne marche pas au niveau européen, nous le ferons au niveau de l'OCDE. On est parti pour 10 ans.
Tout ceci est évidemment de la grosse merde, et on va prendre un peu de temps pour démonter cette farce qui a toutes les chances de devenir récurrente dans le discours public sur la lutte contre l'évasion fiscale. Un passage de la résolution est emblématique de sa vacuité. Après avoir critiqué le manque de transparence et de légitimité du groupe Code de conduite qui définit la liste noire, le paragraphe suivant propose comme solution 3 actions bidons. Premièrement, que le processus définissant la liste soit formalisé, notamment au moyen d'un instrument juridiquement contraignant. Ce qui ne veut strictement rien dire, mais bon, ça mange pas de pain. Que la Commission, avec le soutien des États membres et en y associant dûment le Parlement européen, évalue les pays tiers de l'Union européenne sur la base de critères clairs et transparents. Ouais mais attends, mais ça c'est déjà le cas. Le groupe Code de conduite, il est composé de fonctionnaires de la Commission et des États membres. Quant à ces critères, ils sont à chier. Alors maintenant ils seront clairs, transparents et à chier. On est censé y voir un progrès ? Donc la réforme du processus, ça conduit à faire exactement la même chose qu'avant avec les mêmes personnes. Quant au niveau d'implication du Parlement souhaité, on en a une petite idée à la ligne suivante. Exhorte le Conseil à accorder au Parlement un rôle d'observateur des débats du groupe Code de conduite. Tiens donc, observateur. Et pourquoi pas acteur ? Pourquoi ce serait pas une commission du Parlement européen qui définirait cette liste avant de la proposer au Conseil des ministres ? Est-ce que ce serait pas plus légitime et démocratique ? Oui, sans doute, sauf que ce Parlement pourri par les lobbies sait très bien que son travail aboutirait à une liste noire tout aussi nulle que les autres, mais devrait cette fois en assumer la responsabilité sans pouvoir se défausser. Alors voilà des représentants élus qui réclament le droit de regarder des fonctionnaires définir la politique de l'UE à leur place pour garder le droit de se plaindre du résultat merdique auprès de leurs électeurs. Alors là, on est dans les sommets de la gouvernance européenne. Un endroit bizarre où il n'y a plus de gouvernement ni de responsables identifiables, remplacé par une flopée de groupes, d'instances et de lobbies unis dans la procédure qui défendent chacun leur précaré. Le résultat est très mauvais. Mais si on en croit les porteurs de cette résolution, ils sont convaincus que ces modifications garantiraient l'impartialité, l'objectivité et la responsabilité du processus d'établissement de la liste. En somme, tout est réglé. Alors avant, Sarko nous annonçait la fin des paradis fiscaux, maintenant le saumon a remonté le ruisseau et on nous annonce la fin des listes noires inutiles pour lutter contre les paradis fiscaux. Perso, j'y crois moyen. Toute la résolution est à l'image de ce paragraphe. Une litanie de demandes, d'avis, d'observations, de considérations, d'invitations, de propositions, dont la portée est totalement survendue. D'autant plus que le Parlement européen n'ayant pas l'initiative des lois, cette résolution est non contraignante. C'est donc une action parfaitement inutile pour lutter contre l'évasion fiscale, mais elle permet à l'Union européenne et à des politiciens de petite envergure comme Manon Aubry de capitaliser sur de l'électoralisme bas de gamme. Elle a raccroché un certain nombre d'amendements à cette résolution qui la rendent potentiellement moins mollassonne, notamment l'amendement 4 qui propose de reconnaître l'existence de régimes fiscaux dommageables, y compris dans les pays de l'UE. Celui-ci a d'ailleurs été adopté. D'autres amendements numéros 7, 8 et 13 proposent de soumettre les pays de l'UE à la même évaluation que les pays tiers et désignent des pays de l'UE comme paradis fiscal en se basant sur les analyses d'Oxfam. Visiblement, Manon continue de faire le lobbying d'Oxfam tout en étant députée. Rappelez-vous-en quand vous l'entendrez dénoncer les portes tournantes, elle en est un très bon exemple. Bref, sans rentrer plus dans les détails, sachez que la résolution a été adoptée, ainsi que l'amendement 4, mais les autres amendements d'Aubry ont été rejetés, ce qui en dit long sur le respect de l'intention de base du projet, qui était de cibler l'optimisation fiscale agressive au sein de l'UE. Pour Manon, cet échec à faire voter son amendement n'a rien à voir avec le poids dominant des libéraux au Parlement, ni avec cette bizarrerie qui consiste à faire voter une dénonciation par les pays qu'on veut dénoncer. Entre 66 et 80% des députés des pays ciblés ont voté contre son amendement. Mais non, pour Manon, il n'y a qu'un seul coupable. Les eurodéputés LREM ont voté contre mon amendement dénonçant les paradis fiscaux européens, Irlande, etc. S'ils avaient voté pour, l'amendement aurait été adopté. Mais pour eux, autant protéger les États voyous plutôt que de s'attaquer véritablement à l'évasion fiscale. Oui, et on peut dire ça des 343 autres députés européens qui ont voté contre. S'ils avaient voté pour, l'amendement aurait été adopté. Merci Manon.
Mais Manon ne s'attaque qu'aux 22 députés affiliés En Marche avec une infographie ne montrant que les partis nationaux, parce qu'elle n'est pas là pour expliquer et s'attaquer au fond du problème. Elle est là pour séduire des électeurs nationaux avec des animations de supermarché qualifiées de lutte et même de véritable lutte. Elle a osé utiliser le mot véritable pour qualifier ces pitreries. Vous voulez voir ce que c'est une lutte véritable contre les paradis fiscaux ? Sans aller jusque-là, au rayon des actions véritables, il y a un exemple assez connu qui revient régulièrement. C'est celui du blocus de Monaco par le général de Gaulle en 1962. Exaspéré par la politique fiscale de Monaco, en plus de 2-3 petites autres choses, il décida d'envoyer des douaniers pour bloquer les frontières du rocher, menaçant en toile de fond de couper l'eau, le gaz et l'électricité. Il n'aura fallu que quelques jours pour que Monaco rentre dans le rang. Depuis, les entreprises et les particuliers français inscrits à Monaco mais non résidents payent leurs impôts en France. Ça, c'est une action concrète qui a des conséquences concrètes. Ce qu'a fait Manon Aubry, c'est de la gesticulation bureaucratique. Tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo est parfaitement chiant. Je sais même pas pourquoi vous êtes encore en train de la regarder. On s'emmerde, c'est pas de la politique. Faut quand même se rendre compte de ce que cette dame fait de sa vie. Elle fait voter une dénonciation par les pays qu'elle veut dénoncer, dans le cadre d'une résolution non contraignante, qui n'aura de toute façon jamais la moindre conséquence, puisqu'on ne peut pas lutter contre les paradis fiscaux intra-européens sans l'accord des gouvernements de ces mêmes paradis fiscaux. N'importe quelle personne aurait sombré dans la déprime, saisie par la vacuité de son existence, mais pas Manon. Elle est persuadée de changer le monde, elle est en train de mener une lutte véritable contre les paradis fiscaux. Bah voyons, c'est comme la Roturou et sa grève de la faim, c'est du foutage de gueule. Qu'on se comprenne bien, j'ai rien contre les actions symboliques, ça peut être utile. J'en avais d'ailleurs fait une pour le référendum sur la privatisation d'ADP. Le truc, c'est que nous on avait expliqué tout le problème de long en large, et la solution proposée n'avait pas été survendue. On en avait aussi expliqué les limites. Ces gens-là, ils expliquent jamais rien. Ils ne dénoncent jamais le fond du problème, et ils canalisent l'attention des citoyens dans des actions totalement vaines, qui consistent, comme par hasard, à les soutenir. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Ils prennent des postures de révolutionnaires pour se faire mousser auprès des électeurs. Sûrement pas pour agir concrètement. Quand faut aller couper le gaz à Monaco, y a plus personne. Comptez sur moi, les paradis fiscaux c'est terminé. Regardez, je fais une grève de la faim pour que la finance paye les conséquences du Covid. Regardez, le Parlement m'a empêché de montrer dans l'hémicycle le classement des pires paradis fiscaux au monde. Forcément, aucun de ces pays voyous n'est sur la liste européenne des paradis fiscaux. C'est donc cette hypocrisie totale qu'on voulait m'empêcher de dénoncer en plénière ? Ferme ta gueule! Cuisine! Elle l'a regardé son tableau, elle a vu que 3 des 7 pays qu'elle épingle sont dans l'UE et dans l'euro, dont elle ne veut absolument pas sortir. L'hypocrisie totale, c'est de vouloir rester dans un marché et une monnaie commune avec des paradis fiscaux, puis de venir chialer parce qu'on subit une concurrence fiscale déloyale. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En refusant le Frexit, Manon Aubry donne ça, une carte blanche à l'évasion fiscale. On ne peut pas accepter qu'il y ait des paradis fiscaux en Europe. Qui a prononcé cette phrase ? Manon Aubry en 2021 ? Oui, peut-être. Mais aussi Eric Woerth en mars 2008. Visiblement ça a été accepté, puisqu'en 13 ans rien n'a changé. Et malgré tout, on nous amuse toujours avec les mêmes listes noires bidons et les mêmes dénonciations enflammées à la tribune contre les mêmes pays à propos des mêmes problèmes. Alors il faut pas s'étonner si je doute de l'honnêteté de ces gens dans leur combat. Au bout de 25 ans, il est temps de tirer quelques conclusions qui s'imposent. Au terme de ces 2 vidéos, vous avez toutes les clés de compréhension pour ne plus vous faire entuber. Tous ceux qui veulent rester dans des traités de libre-échange avec des paradis fiscaux, tous ceux qui vous parlent de liste noire, de name and shame ou de compétitivité pour lutter contre les paradis fiscaux, tous ceux qui veulent attendre que ces pays changent d'eux-mêmes leur législation ou qu'une instance supranationale les y contraigne, tous ces gens-là se moquent de nous. Ils protègent les paradis fiscaux en donnant carte blanche à l'évasion fiscale. L'intégralité de ces méthodes compte sur le bon vouloir des paradis fiscaux à cesser gentiment d'encourager la fraude chez les autres, ce qu'ils ne feront jamais puisqu'ils ont sciemment décidé d'en vivre. Le jour où le Luxembourg cesse d'être un paradis fiscal, vous avez 20 à 30 points de chômage en plus dans ce pays.
Vous comprenez bien qu'ils ne vont jamais accepter ça volontairement. Vous pouvez toujours les dénoncer au Parlement européen dans des résolutions non contraignantes, ils en ont rien à foutre. Même sous la pression de scandales internationaux, ils ne font que semblant de montrer patte blanche. Alors bien sûr, ils vont promettre de ne plus toucher à quelques vieilles pratiques éculées, mais vous en faites pas, ils en ont inventé 15 autres derrière, toujours plus sophistiqués, pour faire exactement la même chose. Et c'est pareil pour les accords d'échange d'informations, qui sont d'une efficacité marginale. En fait, ils servent plus à confirmer des informations que le fisc a déjà, plutôt qu'à en transmettre de nouvelles. Faut bien regarder les petites lignes parce que c'est souvent des gadgets. Après, si vous tenez vraiment à changer la législation chez les autres, je peux vous proposer une méthode plus efficace que la bureaucratie, mais je suis pas sûr qu'elle vous plaise. Drop it. Personnellement, je suis pour le respect de la souveraineté des États, et j'ai pas envie d'être aussi hypocrite que Manon. Alors ça me semble pas être un bon angle d'attaque de vouloir lutter contre les paradis fiscaux afin de leur imposer nos règles. Ça c'est une vision impérialiste et globaliste des choses. Si des pays veulent avoir une fiscalité complètement déséquilibrée, c'est leur problème. Et si d'autres pays tolèrent et encouragent l'évasion fiscale chez eux, bah j'en ai rien à foutre tant que c'est pas le mien. Dans votre vie de tous les jours, vous attendez pas d'avoir l'autorisation de vos 30 voisins de faire un truc avant de le faire. Et bah là c'est pareil, il faut prendre au niveau national toutes les mesures législatives nécessaires pour que l'activité économique qui a lieu en France soit taxée en France. Forcément, il va falloir dénoncer quelques traités de libre-échange ou des traités de non-double imposition avec des paradis fiscaux. Il va falloir aussi considérer certains prix de transfert comme caducs ou bien les plafonner. Je rentre pas plus dans le détail des mesures, c'est des questions très importantes, c'est même le nœud du problème, mais c'est pas très passionnant et vous voyez qu'on rentre vite dans le jargon. De toute façon, la difficulté ne sera pas technique. La difficulté, c'est de trouver des gens qui ont la volonté politique de s'attaquer à l'évasion fiscale. On a aujourd'hui une classe politique qui flique le français de base jusque sur les réseaux sociaux pour s'assurer que son train de vie corresponde bien à sa déclaration de revenus. Mais quand il faut lutter contre la fraude des riches et des grandes entreprises, bah là il n'y a plus personne. Sur le scandale du Luxembourg, monsieur le ministre. Il faudrait me préciser, Sébastien, la question. Alors déjà, on lui pose la question une première fois, il l'oublie. Et là, on lui dit, alors sur le scandale du Luxembourg, il faudrait me préciser de quoi qu'est-ce. Alors là, Seb. 15 000 ressortissants qui, France Info a révélé cela, qui échappent à l'impôt en plaçant leur actif dans des sociétés offshore au Luxembourg et qui permettent à 4% du PIB d'échapper à l'impôt, monsieur le ministre. Ok, ce que je propose, moi je vais prendre toutes les informations, ça ne me pose pas de difficulté de les vérifier, mais là, je n'ai pas de réponse précise pour le moment, mais je prends note et je vérifierai tout cela, évidemment. T'imagines, c'est comme si tu es le chef de la police. Il vient d'avoir un braquage, mais gigantesque. Toutes les banques viennent de se faire braquer d'un seul coup. Ça fait la une de tous les journaux, ça circule sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook et puis tout ça. Et t'es le chef de la police et on t'interroge le lendemain là-dessus, on te dit ah bon, il y a eu un braquage cette nuit? Non, nous on n'est pas au courant, on n'a pas reçu d'appel. Ah je vais aller vérifier cette information. C'est ça qui se passe. Parce que normalement Bruno Le Maire, ça devrait être le chef de la police contre ce pillage du pays par les plus riches qui envoient leur pognon au Luxembourg. Et le mec, il fait comme s'il n'avait rien vu, rien entendu. Il se bouche les yeux, il se bouche les oreilles. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Et là, c'en est la traduction. Quand une première fois, on oublie la question. Quand une deuxième fois, on dit « Est-ce que vous pourriez préciser ?» Et quand la troisième fois, on vous dit « Ah je vais aller vérifier », c'est qu'on a décidé de ne pas agir là-dessus. Ils ne veulent pas agir, ils en sont les complices. Là, le comportement de Bruno Le Maire sur cette question en est la traduction. Ça avait déjà été dans le cas en 2017 sur les Paradise Papers, où c'était pareil. Tu avais Bernard Arnault, on découvrait qu'il avait son yacht, c'était à Malte, ses résidences, c'était en Irlande. Bon, et puis c'était pareil pour Dassault, pour Engie, pour un certain nombre d'entreprises. Et tu avais eu, d'ailleurs, il y a un papier du Figaro, tu vois, je te prends pas, qui à l'époque dit « aucune réaction de l'exécutif ». Tu avais ça qui concernait des dizaines de milliards d'euros et tu n'avais pas eu un mot d'Emmanuel Macron là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il couvre. Alors oui, il y en a qui se couchent devant les multinationales, mais il faut dire aussi qu'un grand nombre de députés et de ministres ont les deux mains dans le pot de confiture. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Alors il faut pas attendre de ces gens qu'ils régulent leur propre fraude. On en revient au point de départ de tout changement de politique qui impose de changer de dirigeant. Mais la fraude fiscale est un gros morceau qui touche à des intérêts puissants. Même avec des dirigeants de bonne volonté, il faudra qu'ils aient le soutien d'une population renseignée, impliquée et intransigeante. Le bras de fer actuel entre Facebook et l'Australie montre à quel genre de pression peuvent recourir les multinationales quand on touche à leur pognon. La bataille sera rude et il faudra sans doute utiliser des méthodes radicales de recouvrement des impôts. Et pour être légitime à le faire, l'État doit être irréprochable. Il faut donc lutter contre tous les types de fraude et dans la mesure du possible, arrêter de gaspiller l'argent public. Et oui, ça fait mal aux derges de subventionner des ventilateurs ou de payer pour Adopi. Pour autant, ceux qui en concluent que l'évasion fiscale est légitime parce que l'État est mal géré ou qu'il existe des paradis fiscaux, d'abord parce qu'il y a des enfers fiscaux, je suis désolé de vous le dire, mais tout comme Manon Aubry, vous êtes les idiots utiles des multinationales. Mais ça, c'est un point de vue qui sera développé dans une autre vidéo.